Bien, bonsoir. Et en liminaire, je voudrais faire la transition avec l'Assemblée Générale. C'est-à-dire que je dois une fière chandelle au CAUE, au pluriel, car lorsque j'ai commencé, il y a maintenant presque 25 ans, eh bien, mes premiers projets, c'était grâce à des CAUE, et puis par la suite, le Grand Prix national du paysage. C'était aussi une initiative instaurée par un CAUE, alors un CAUE en Bretagne. Mais lorsque j'ai assisté à l'Assemblée Générale tout à l'heure, j'ai bien vu que les forces vives étaient disséminées partout en France et ça m'a fait d'autant plus plaisir. Et lorsque, il y a quelques mois, vous m'avez sollicité pour cette invitation ce soir, c'est tout naturellement que j'ai répondu présente à l'appel parce que le CAUE fait aussi partie de ma vie de professionnelle. Alors, vous m'avez posé la question de savoir justement comment, en tant que paysagiste, je définissais la frugalité et comment justement je la mettais en œuvre dans mes projets. Et donc, ça m'a semblé important de parler de l'idée de tirer parti du site. Alors, pourquoi tirer parti du site ? Parce que je trouve que c'est la définition qui correspond le mieux à ma démarche, mais aussi à cette démarche, à cette recherche de frugalité, d'une part. Le second argument, c'est que l'idée de tirer parti du site, c'est une expression qu'on connaît tous, qui est dans le langage commun et qui est très accessible, contrairement parfois à des langages de professionnels, on va dire, un peu jargonneux. Une troisième approche par rapport à l'idée de tirer parti du site, c'est que c'est quelque chose que je trouve très dynamique. C'est que il y a sous-jacent l'idée d'ingéniosité, de réfléchir pour arriver justement à en tirer la substantifique moelle pour parler avec une autre expression familière. Je dis ça comparativement à l'idée, à certaines phrases de dire on fait avec le déjà là, c'est déjà moins positif. Alors que tirer parti du site, il y a ce petit brin de folie qui fait qu'on va transformer les choses avec beaucoup d'énergie. Et puis la dernière manière de tirer parti du site, c'est comme vous le voyez sur le titre, j'ai mis un S, j'ai mis ES, parce que c'est une expression qui est très polysémique et qui permet à la fois de parler de la matérialité de ce dont on va tirer parti, parce qu'on tire effectivement certains morceaux du site, physiquement, et on en apporte d'autres. Et puis, il y a des choses plus subtiles qui font appel justement à l'histoire des lieux, à la mémoire humaine des lieux, et c'est une dimension symbolique qui me semble intéressante et qui peut s'exprimer aussi dans cette expression. Alors, je parlerai très vite de mon expérience de paysagiste pour montrer que c'est une approche qui est très pluridisciplinaire à la base, qui nécessite en fait d'avoir un champ de connaissances assez vaste, comprendre le monde physique. Alors je vais passer assez vite, mais je dirais le socle naturel. S'il n'y avait pas eu l'homme, il resterait ce socle naturel, donc ces phénomènes météorologiques, géologiques. Et puis comprendre aussi le monde du vivant. Le monde du vivant, bien évidemment, la faune, la flore, c'est naître, croître, se reproduire et puis mourir. C'est le cycle de la vie que nous connaissons tous, que nous soyons des hommes, des plantes ou autres animaux. Et donc, dans notre métier, c'est important de comprendre ces interactions entre le monde du physique, le monde du vivant, et puis la dernière partie à comprendre, qui est peut-être la plus difficile, et je pense que personne ne me contredira, c'est comprendre l'homme. Et comprendre ses cultures. Alors je vais vous faire un peu voyager, vous verrez que l'herbe est un peu plus verte dans certaines références que je vous montrerai ce soir. Des cultures différentes, des organisations sociales différentes, et puis des comportements qui sont très très variés. Et pour une première approche justement du comportement humain, il y a un exercice que j'aime beaucoup faire, c'est dans mes projets mettre des bancs, en général que je dessine, et voir ce qui se passe. Pourquoi ? Parce que justement, elles montrent comment les gens vont commencer à s'approprier l'espace
Et finalement, c'est déjà un acte de projet en soi que de décider de s'arrêter à un endroit parce qu'on y est bien, parce qu'on est à l'ombre ou au soleil selon les périodes, qu'on a envie de discuter ou qu'on a envie d'être seul. Et donc, je regarde ce qui se passe sur les projets que je réalise. Alors, vous voyez, ça peut être deux dames qui discutent, des jeunes qui sont venus avec leur mobilette. Ça peut être dans un lycée avec les adolescents aux grandes dames du proviseur qui me disent « mais il y a des banquettes et ils préfèrent s'asseoir sur le mur ». Eh bien oui, c'est ça, les rebelles de l'adolescence. Et puis, différentes postures et qui permettent justement à tout un chacun de trouver le sens à apprécier les lieux. Et donc, comme vous pouvez le voir, en général, je suis assez généreuse parce que si je mets un banc du commerce qui en général ne fait pas plus de 2 mètres de long, si on est seul sur le banc, personne ne va oser venir s'asseoir, sauf quelqu'un peut-être qui va essayer d'engager la conversation alors que vous n'avez pas envie. Alors que quand vous faites un banc de 5 à 10 mètres de long, il y a de la place pour être tout seul et puis il y a de la place aussi pour discuter. Et puis pour s'asseoir, justement, il n'y a pas une seule manière de s'asseoir et les adolescents là-dessus sont un public tout acquis. Le banc, c'est aussi, comme on le voit ici, dans un contexte de petit bourg, c'est offrir la possibilité, si on est en avance, en attendant ses enfants ou ceux qu'on vient chercher, d'attendre patiemment sur un petit espace qui commence à prendre vie, un petit espace jardiné. Donc vous voyez comment le simple fait de poser un banc va conditionner aussi des pratiques. Et puis, ici, dans un autre jardin, sur un jardin public, comment donner en fait la sensation d'être dans l'intimité d'un jardin qui pourrait être le sien, alors qu'on est dans un jardin public. Ou ici, eh bien, accepter aussi qu'on ait des punks à chiens qui aient envie aussi de s'asseoir sur le muret, comme les adolescents rebelles, pour boire une bière et taper la conversation avec la paysagiste qui les a pris en photo. Et puis, dans la dimension humaine, et une partie de mon travail est axée là-dessus, je m'intéresse beaucoup sur l'histoire des lieux. Alors, je dois dire que je suis fille d'archéobotanistes, et donc j'ai passé mon enfance à entendre parler des archéologues et des trésors merveilleux engloutis, enfouis dans les sols, et donc, bien évidemment, dans mon activité, il y a une part de chercheurs de ces trésors, on va dire plutôt du quotidien. Ici, alors dans un contexte très rural, une ancienne papeterie dans un village de 700 habitants. Et alors cette papeterie, elle avait une caractéristique, c'est qu'elle approvisionnait toutes les communes de Bretagne en cahiers d'écoliers jusqu'aux années 60. C'est-à-dire qu'en fait, les Bretons qui ont passé leur enfance avant les années 60 ont tous appris à écrire et à lire et à compter avec les cahiers qui étaient faits dans cette papeterie. Et quand on m'a appelé pour réaménager ce site, en fait, il était en ruine. Et ce qui m'a beaucoup frappé, c'est que les anciens ouvriers, alors que l'usine avait fermé dans les années 60, continuaient à venir se promener tous les jours sur le site. Et je me suis dit, il y a quelque chose, c'est pas possible. Il y a une mémoire humaine et comment justement arriver à, dans le projet, exprimer juste cette mémoire humaine des lieux. Alors la demande était très simple, c'était on rase l'usine, le passé est trop douloureux, c'est pollué, c'est aimanté, il y a du mazout, donc vous nous mettez tous à propre et on fait comme si ça n'avait jamais existé. Et ce qui a fait la différence avec les autres équipes, c'est que fort de l'observation des lieux, j'ai dit mais on ne peut pas raser un endroit où il y a des gens qui reviennent tous les jours alors que l'usine a été fermée depuis les années 60. Il faut qu'on arrive à réinjecter une nouvelle histoire sur ce site pour que on ne soit pas dans un traumatisme. Et donc, on a commencé à travailler de manière presque sculpturale, un peu entre comme on modèle la terre et puis comme on excave quand on taille la pierre, à retrouver des éléments de l'ancienne usine, ici des fondations. Alors on voit une petite mamie, comment ça marche? On voit une petite mamie ici, et elle m'a raconté que, en fait, quand elle était ouvrière, c'était des sous-sols remplis de charbon et le patron les autorisait à ramasser du charbon pour pouvoir se chauffer chez eux. Et donc, en fait, dans le projet, il y avait plein d'histoires humaines qui se racontaient sur le site et des conteurs en herbe et plus âgés, justement, venaient partager et échanger ces moments-là, et d'où l'intérêt de ne pas tout raser.
le jour de l'inauguration avec ces ouvrages très spectaculaires qu'on appelle des piles hollandaises. Alors, chaque projet, c'est l'occasion de découvrir des choses un peu étonnantes. Je ne connaissais rien aux papeteries et donc j'ai découvert pas mal de choses. Et ici, donc un morceau de la ruine confortée. Et lorsque l'entreprise est venue m'apporter les clés, l'entreprise qui avait fait la serrurerie, elle m'a dit « Oh, ici, on se croirait presque dans une ruine romaine. » Alors, la personne n'avait jamais dû aller à Rome, mais en tout cas, elle éprouvait de l'émotion, même si c'était peut-être un peu maladroit. En tout cas, dans ce qu'elle exprimait, elle exprimait une émotion que lui renvoyait le site, et donc je me suis dit que c'était gagné. Donc voilà cette première aventure humaine. Et puis, dans ce site, bon, pour vous, vous voyez la photo, ça vous exprime, ça vous raconte pas grand-chose. En fait, ça fonctionne sur le système des cabinets de curiosité, c'est-à-dire que quand on a fait le chantier avec les ouvriers sur ce site, eh bien, je les ai initiés à chercher les trésors enfouis. Alors, il y avait quand même pas mal de choses. Et en fait, sur le site, on a réservé un espace dédié. Vous voyez des choses entreposées. En fait, c'est certains ouvrages de la papeterie qui ont été sauvés par les ouvriers qui ont travaillé sur le chantier que je gérais. Et puis, quelques mois après, que le chantier soit fini, je suis repassée sur le site un week-end. Et là, il y avait les ouvriers qui avaient déposé les objets, qui étaient en balade, en famille, et qui racontaient leur chantier sur le site, et l'histoire se renouvelait. Autre histoire, récemment, j'ai livré un parc public, vous avez vu quelques extraits tout à l'heure, à Alençon. Donc je passe de la Bretagne à la Normandie. Et au centre-ville d'Alençon, il y avait un ancien couvent qui était un couvent très connu puisqu'il formait des dentelières, et quand l'économie de la dentelle a été abandonnée avec la mécanisation, l'institution a décidé d'apprendre le langage des signes aux sourds-muets. Et puis les locaux étaient trop vétustes, trop difficiles à entretenir, ils ont déménagé et la ville a racheté ce couvent pour en faire un jardin public. Et il m'a semblé là aussi qu'il y avait du potentiel, d'autant que, comme souvent, je vais visiter les lieux au moment où je réponds à un appel d'offres. Qu'est-ce que j'ai vu ? Non pas des anciens ouvriers, mais des anciens de l'école, là aussi des gens qui devaient avoir une cinquantaine d'années, qui manifestement s'exprimaient en langage des signes. Et je me suis dit, mais est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui retournent à 50 ans passés visiter l'école où ils ont appris à lire et à écrire ? Et là aussi, je me suis dit, c'est qu'il y a un attachement affectif très fort. Et donc, lorsque j'ai répondu à cet appel d'offres, on a évidemment parlé de la mémoire des lieux, de l'histoire des dentelières, mais j'ai dit il faut absolument qu'on puisse parler aussi de l'histoire en fait de l'apprentissage des sourds sur ce site, puisque j'en ai vu plusieurs qui continuent à y revenir. Et donc, on a retrouvé l'institution. On a pris contact avec les professeurs et le directeur, et donc on a fait des séances de moulage avec les enfants. Et comme vous le voyez ici, en fait, le parc maintenant est parsemé donc des 26 lettres de l'alphabet en langage des signes. Et comme vous le voyez, en fait, ça intéresse plein de gens. Et c'est une façon aussi ludique d'apprendre et une autre forme de jeu dans l'espace public. Toujours sur cet aménagement, actuellement donc, le site est en bordure de Sarthe, hein, une rivière qui passe à travers différents départements. Et autrefois, cette rivière passait en plein milieu du site. Toutes les taches blanches que vous voyez ici, en fait, c'est l'emprise initiale du lit de la rivière. Et donc, j'ai travaillé justement à marquer de manière un peu abstraite justement cette empreinte ancienne du lit de la rivière, de manière vraiment très codée, comme le langage d'ailleurs. Et puis, le premier jour de l'inauguration, alors c'était tout début janvier, il faisait froid, et puis j'ai toujours mon appareil photo avec moi, et donc je repère des petits enfants, et je me suis dit, eux ils sont prêts à faire une bêtise, et en fait, ils ont commencé à jouer avec une marelle très large sur le site. Et là aussi, je me suis dit, peu importe que toute l'histoire ne soit pas comprise, l'important c'est de s'approprier les lieux et de s'amuser avec. Autre histoire de lieu, un grand classique quand on est paysagiste,
c'est qu'à l'occasion de la création de nouveaux quartiers, comme ici en périphérie de Rennes, eh bien, on se transforme presque en cartomancienne et on va lire les cartes anciennes. Et qu'est-ce qu'on découvre sur les cartes anciennes? Qu'il y a un ruisseau enfoui. Et donc, quand on nous demande d'aménager le site, on se dit, bah, tiens, il y a déjà un ruisseau, il suffit de le remettre à jour et c'est toujours sympathique d'avoir de l'eau à proximité. Et donc voilà le ruisseau enfoui, donc vous voyez, c'était pas très sexy. Les premiers temps, donc là c'est plutôt en ère géologique. Et puis une année après, donc on voit ça colonise très vite. Donc c'est l'intérêt justement de travailler avec cette dynamique du vivant. Dès qu'on est au bord de l'eau, en fait, la faune et la flore s'installent très naturellement. Et puis, comme on le voit, bien, les vaches reviennent et puis les immeubles commencent à apparaître sur votre gauche. Alors ça, c'est une première approche. Une seconde, dans le cadre de mon activité, j'ai beaucoup travaillé en milieu rural. Et sur ces lieux, je dirais que toutes les communes moyennes, petites et grandes sont amenées à construire ces lotissements, que ce soit d'habitation ou d'activité. Et il m'a semblé important dans mon travail de professionnel de militer pour changer le regard, changer les habitudes, améliorer l'urbanisme, mais aussi s'attaquer à la requalification de ces espaces, car on a hérité de très nombreux lotissements. Et puis, se donner comme défi d'envie de se promener dans ces lieux ordinaires, voire de les photographier. Très souvent, les élus me disent « Madame Plancher, le paysage, c'est subjectif. » Je dis « Oui, mais quand vous avez envie de faire visiter votre commune à un ami ou de la famille, vous l'emmenez dans des endroits où, comme par hasard, on peut prendre des photos, il y a déjà des cartes postales, c'est souvent des éléments de patrimoine. Eh bien, le défi, c'est de donner envie, justement, dans ces lieux ordinaires, d'avoir envie de prendre des photos et de les faire visiter. Ces lieux que vous n'éprouvez pas forcément le besoin de faire visiter, sauf le jour de l'inauguration. Et donc là, un exemple de requalification de lotissement qui n'avait jamais été terminé. Et donc, vous voyez, c'est des choses extrêmement simples. Il n'y a pas de révolution. C'est simplement de se dire, bon, bah, c'est un petit lotissement d'une quinzaine de lots. Je pense que beaucoup d'entre vous en connaissent. Eh bien, à 15 lots, on peut quand même se dire qu'on peut partager la voie. On ne va pas s'écraser entre voisins. Et que ça coûte peut-être moins cher et c'est plus sympathique de transformer ce qui avait été prévu en trottoir en accotement fleuri que en trottoir que personne n'utilisera parce que de toute façon ils seront inconfortables parce que juste pile aux normes de la norme d'accessibilité mais pas très sympathique. Donc voilà, un contexte très ordinaire. Alors voilà, on est en Bretagne, donc on n'a pas de tuiles, on a des ardoises, mais je me doute qu'il y a des paysages de lotissement assez similaires. Et donc vous voyez comment on peut quand même arriver à redonner de la qualité avec assez peu de moyens. Ici, tout simplement, le parking qu'on mélange avec de la terre et des pierres, parce qu'il n'y a pas grand monde qui se gare dessus, donc c'est peut-être pas la peine de le faire en goudron. Et ça fait moins d'eau qui va dans les réseaux. Et puis un banc pour d'offrir la possibilité aux gens du lotissement de s'asseoir et de se promener. Un autre lotissement, pareil, une dizaine de lots, sur le même principe. Donc on voit, simplement on fait une rue. C'est-à-dire que l'objectif, quand on travaille sur ces endroits-là, c'est de ne plus l'appeler le lotissement, mais c'est de l'appeler la rue machin ou la rue chose, comme dans le reste du bourg, et de ne pas stigmatiser en fait certaines formes d'urbanisme. Oups, un petit souci, une erreur. Un enjeu important dans ces espaces ordinaires que vous avez tous rencontrés, c'est la question du bassin de rétention. Alors, à chaque opération, un bassin de rétention. Et à la fin, quand on est élu d'une commune ou qu'on dirige les services techniques, on n'en peut plus des bassins de rétention qu'on a partout, qui sont une vraie galère à gérer. Et donc, justement, l'objectif, c'est de faire d'une pierre deux coups, parce que là aussi, c'est une des choses les plus économes, c'est de pouvoir avoir un bassin qui sert d'aire de jeu, qui sert de belvédère comme ici, et donc donner une qualité paysagère à un ouvrage qui, au départ, est une demande technique, et je vais dire, de joindre l'utile à l'agréable. Là aussi, on est dans une démarche économe.
Donc on le voit ici, ça peut être quelque chose de très spectaculaire, on est sur un terrain qui est très en pente, et donc avec vue sur le paysage. Je me suis aussi frottée aux zones d'activité, tant les nouvelles que la requalification. Ici, donc, au moment de la plantation, avec, vous avez tous entendu du fameux recul loi Barnier, avec des élus qui se disent c'est dommage, on ne va pas pouvoir urbaniser cet espace, qu'est-ce qu'on en fait donc c'est ce travail de sensibilisation, de dire mais oui, mais au départ, ça a été fait justement pour donner de la qualité et donner envie aux entreprises de venir s'installer et pas d'être le nez collé contre la route. Parce que autant en ville, le lèche-vitrine, on comprend, mais quand on est à 80 à l'heure bientôt, ou depuis cette semaine, faire du lèche-vitrine sur la route en regardant les zones d'activité, c'est dangereux. Et donc voilà, à la plantation, enfin quelques temps après la plantation, et puis je reviens facilement sur les lieux du crime, donc voilà, 7 ans après, eh bien, ça pousse. Donc c'est plutôt sympathique. Ça pousse tant les arbres que les entreprises. Ici, depuis l'intérieur, donc dans un contexte, comme vous le voyez, très rural, avec des talus bocagés. Et donc là aussi, vous voyez des choses extrêmement simples et qui permettent de se dire que quand on va travailler tous les jours dans l'entreprise, on doit aussi bénéficier d'un moment qualitatif quand on va au boulot et quand on en sort. Un bassin de rétention extrêmement simple, vous voyez, pas de clôture, mais des pentes suffisamment douces pour éviter tout risque. Ou ici, une autre zone d'activité, là en requalification par contre, c'est offrir la possibilité aux gens qui sont piétons en cycle, parce qu'il y a aussi des gens qui sont très pauvres, qui n'ont pas de voiture, et il y a des transports en commun pas loin, bien de venir travailler à pied dans une zone d'activité, j'irais lambda, enfin c'est dans la rue Jacqueline Auriol en l'occurrence, célèbre aviatrice, et d'avoir un moment un peu bucolique en allant au boulot ou en partant. Changer le regard et les habitudes, j'aime parler de ça parce que en fait, en tant que paysagiste, on milite assez facilement pour le vert. Et puis, nos principaux alliés ont souvent été les services qui entretiennent les espaces dits verts. Enfin, moi, je préfère dire les espaces plantés des villes, voire des espaces qui n'étaient pas beaucoup plantés avant, comme les cimetières. Et c'est grâce, je dirais, à des évolutions normatives que finalement, on s'est mis à finalement apprécier les cimetières. Alors, je n'irai pas jusqu'à dire paysagers, mais en tout cas plus verdoyants qu'ils ne l'étaient auparavant, en appréciant l'herbe poussée parmi les morts. Pour dire aussi que dans les services, des changements d'habitude, et notamment pour nous professionnels, ce qui nous intéresse, c'est la pérennité de ce qu'on fait. Et convaincre aussi les services que les fleurissements, si ça se fait avec des vivaces, il y a un peu moins de boulot qu'avec les annuels, et puis on n'a pas à faire des renouvellements plusieurs fois par an, et donc c'est l'occasion d'inciter des communes, ici un bourg de 600 habitants, à changer ses habitudes sur les plantes, ou ici, donc à Langueux, sur un autre secteur de la ville, donc on peut avoir des choses extrêmement luxuriantes avec très peu d'entretien. Jusqu'aux grandes villes qui s'y mettent, alors là ça devient un peu grunge, c'est-à-dire que même en milieu urbain dense, on commence justement à s'habituer à d'autres esthétiques. Alors c'est pas facile au départ, il y a toujours des personnes pour dire bon ça n'a pas l'air bien entretenu. Je sais que le premier parc que j'ai fait comme ça à Metz, un week-end, alors c'était un parc d'une vingtaine d'hectares, et à peine le parc était livré, les riverains se plaignaient que le parc n'était pas bien entretenu par les services de la ville, et ils ont pris un week-end pour entretenir le parc à la place des services, et ils n'ont fait qu'une fois, parce que c'était pas mal de travail. Ce qui me semble important aussi, je vous ai parlé de joindre l'utile à l'agréable, c'est de favoriser l'intensité des usages, on l'a vu, sur comment on va s'asseoir, comment on va cheminer, mais aussi mixer programme et usage. Le bassin de rétention qui est aussi un belvédère, qui est aussi un espace de jeu, plutôt que de construire un bassin de rétention d'un côté, une aire de jeu d'une autre et un belvédère ailleurs, on économise de l'espace et on économise aussi de l'argent. C'est, je pense dans un premier temps, prendre en compte le piéton que nous sommes tous.
quand bien même beaucoup d'entre nous sont motorisés. Et c'est déjà quand on est piéton, eh bien, entre le moment où on garde sa voiture et le moment où on emprunte le trottoir, tout simplement, avec un aliment d'arbres qui va bientôt donner de l'ombre, un fleurissement en pied d'arbre qui va permettre de mieux, qu'il se développe mieux, d'avoir un environnement quotidien plus appréciable. Ici, une petite venelle où justement ça fait partie des raccourcis classiques en centre-bourg pour donner envie aux gens de laisser leur voiture garée dans une rue pour aller faire leurs courses à peu de distance de là. C'est aussi leur offrir la possibilité du chemin buissonnier qui va être une promenade. Ou ici, dans un autre bourg, à l'occasion d'une traversée. Donc vous voyez, à chaque fois c'est des choses très simples, mais qui permettent en fait de redonner une place qualitative à ces trajets quotidiens. Ou ici, un tout autre contexte dans la Somme. La voiture c'est un élément essentiel pour beaucoup d'entre nous. Alors j'ai la chance ou le désavantage, selon certains, d'habiter dans une très grande ville où malgré tous les inconvénients, l'avantage c'est qu'on n'est pas tributaire d'une voiture. Mais comme je voyage beaucoup à l'occasion de mes projets et que j'ai vécu en situation, on va dire, semi-rurale, eh bien moi aussi j'ai testé aux joies de la voiture et à la nécessité de trouver un endroit où se garer. Et puis, ici, par exemple, c'est le parking professeur d'une école primaire. C'est de se dire que quand le parking est plein, il remplit son rôle, mais quand il est vide, c'est sympa aussi qu'il ressemble à autre chose qu'un parking de supermarché. Ici, sur un espace au bord de la mer, donc un autre parking. Alors, une station balnéaire, c'est comme tout site touristique, ça fonctionne à plein régime l'été, et puis hors saison, eh bien les parkings sont vides. Donc si vous avez fait vos parkings en enrobé, c'est un peu triste hors saison et ça ne donne pas une belle image de votre commune. Donc un autre exemple, une aire de repos. Avec des pommiers. Donc ces techniques, ce qui est intéressant quand on va parler de frugalité, c'est de s'interroger sur des techniques, on va dire un peu différentes du réflexe acquis, mais d'en mesurer aussi les limites. C'est-à-dire que pour faire un parking vert comme ceci, ou comme on le voit là, on ne peut pas le mettre partout. Ça va être plutôt un usage, on va dire, extensif ou intensif uniquement à une période de l'année. Et accepter qu'on a un matériau qui est un peu plus fragile et qui demande un petit peu d'entretien. Donc ça, c'est avant la saison touristique, et puis ça, c'est après la saison touristique. Donc, alors, selon les climats, ce type de technique est plus ou moins facile à réaliser. En Bretagne, qui est une région très humide, c'est beaucoup plus facile, par exemple, que dans le sud de la France. Un autre exemple, je vous ai parlé de bassin de rétention tout à l'heure. Lorsque je me suis installée en Bretagne, la première commande que j'ai eue, c'était justement une question de bassin de rétention. Une commune pas très loin de Brest avait des gros soucis hydrauliques et elle en avait marre que chaque nouveau lotissement soit l'occasion d'un nouveau bassin de rétention. Et donc, avec le bureau d'études hydrauliques avec qui je travaillais, ils nous ont dit « on n'en peut plus, c'est trop galère à gérer ». Étudier les prévisions à venir en fonction de notre PLU et puis faisons de la rétention pour les 20 ans à venir pour qu'on puisse avoir une gestion raisonnée de cet espace. Alors on le voit, ça fait quand même des ouvrages très importants, on voit l'emprise des différents bassins ici, donc qui se comptabilisent, on va dire, en hectares. Et puis, comme vous le voyez, il y a le centre-bourg, des lotissements un peu partout, donc un classique du bourg étalé. Et puis, en fait, il y a l'école juste à côté. Et donc, l'aménagement a été l'occasion, entre autres, de faire des liaisons vers l'école, et puis de mettre en scène, en fait, ces bassins. C'est-à-dire qu'au quotidien, ils sont intégrés dans une promenade. On ne le vit pas comme un ouvrage technique, mais comme un espace, justement, de chemin des écoliers et puis de promenade. C'est aussi un espace de jeu. Donc, c'est vraiment important de pouvoir, justement, coupler les différentes réflexions et cette frugalité-là m'intéresse parce que, on le voit bien, tiré parti du site, il y a beaucoup de S dans ces cas-là.
Et puis l'eau de pluie, a fortiori en climat méditerranéen, c'est un enjeu important. Et quand bien même on n'est pas tributaire de ces régimes de précipitation particuliers, ça reste un élément fondamental parce que l'eau c'est la vie, c'est-à-dire que s'il n'y avait pas eu d'eau sur Terre, personne ne serait là, ni hommes, ni plantes et ni animaux. Et donc c'est vraiment important de soigner l'eau. Et ici, donc, un parc, le fameux parc à Metz dont je vous parlais tout à l'heure, où en fait on a prévu la création de différents bassins de rétention dès la conception du parc, c'est-à-dire en 2000. Le parc a été inauguré en 2002, et puis le quartier que vous voyez se construire ici, j'ai pris la photo l'année dernière en 2017, donc en gros 17 ans après la conception du parc, en fait on avait déjà imaginé comment on traiterait l'eau du quartier. Donc on voit que le paysage comme l'urbanisme s'inscrit dans des échelles de temps très, très longues. Alors qu'est-ce que c'est ces bassins de rétention dans un parc? Eh bien là aussi, c'est des espaces de promenade, c'est-à-dire qu'il n'y a pas le panneau qui dit ici ouvrage technique. Une autre partie du bassin et la troisième partie du bassin. Alors vous voyez, ça fait un peu fouillis, c'est-à-dire que dès qu'il y a de l'eau, il y a de la vie, et quand il y a de la vie, il y a de la vie à profusion. Un autre bassin de rétention ici sur le parc du Grand Pré à Langueux. Donc, c'est pas sous les pavés la plage, c'est sous l'herbe l'eau. Et comme je l'explique souvent aux élus, plus l'herbe est grasse, plus l'eau est polluée. C'est-à-dire que l'herbe fait bien son rôle d'épuration. Donc, si on a beaucoup d'herbe très exubérante, ça veut dire qu'elle joue son rôle d'épuration et de dépollution des eaux. Et puis parfois il pleut plus que d'habitude, hein, il n'y a pas du crachin, et donc l'ouvrage fait sur son rôle de rétention et se transforme en fontaine. C'est-à-dire que peu de temps après la pluie, si on va se promener dans le parc, eh bien, on a une fontaine temporaire qui se crée grâce à cet ouvrage hydraulique qui n'est pas simplement technique, mais aussi, je pense, un peu poétique de temps en temps. L'eau que l'on voit ici, alors on parle maintenant très facilement des nous, hein, ça devient presque la tarte à la crème dans les projets d'aménagement. Ici, un aménagement conçu à la fin des années 90, où à l'époque on ne parlait pas de nous, et je me souviens m'être battue avec le bureau d'études techniques qui m'épaulait, avec les services de l'État, qui, face à une technique qui à l'époque était peu répandue, n'était pas vue de manière bienveillante par rapport aux tuyaux. C'est aussi quand on a des stationnements, se dire quand on peut pas les planter, eh bien mettre un sol qui est malgré tout poreux, avec des petits graviers, et puis comme vous le voyez un peu là, eh bien là où c'est moins sollicité, l'herbe va commencer à pousser toute seule. C'est-à-dire qu'elle mettra plus de temps à s'installer, mais elle sera beaucoup plus costaude parce que en fait, elle aura été sélectionnée par les voitures. Et puis de temps en temps, je reçois une photo sur mon site internet, sur mon adresse mail. C'est eh bien voilà le directeur des services techniques de Langueux qui a vu donc une canne avec ses canetons se promener sur le bassin de rétention. Donc ça fait toujours plaisir quand le matin on reçoit ce genre de carte postale, de photos. Un sujet un peu houleux en ce moment, c'est la question, je dirais, de comment urbaniser tout en préservant une agriculture de proximité. Alors, je dirais que quand on vit à la campagne, c'est une question qui ne se pose pas puisque l'agriculture, elle est aux portes de chez soi. Mais quand on est en ville, il y a le fantasme, je l'appelle de Marie-Antoinette, mais l'envie d'avoir quand même un peu de campagne, même au sein de la ville. Alors, dans les villes très denses, on arrive à des aberrations, mais ici, en périphérie de Troyes, on est à l'échelle de ville qui est quand même pas très loin de l'agriculture. Je vous ai mis ce plan, ça vous montre ce que ça veut dire qu'un nouveau quartier qui serait théoriquement autosuffisant en fruits et légumes, où on pourrait mixer urbanisation et maintien de l'agriculture de proximité. Donc on voit que en fait, d'un côté, on nous demande
d'urbaniser, de préserver les terres agricoles et d'avoir une certaine densité à l'urbanisation. D'un autre, on nous demande de conserver de l'agriculture de proximité et de pouvoir, même parfois en tant qu'habitant, faire un peu d'agriculture. Et donc on voit qu'on a des équations qui ne sont pas toujours évidentes à résoudre en tant que professionnel de l'aménagement. Et donc on voit bien qu'on est à chaque fois dans cette ingéniosité économe. Et ça m'intéresse beaucoup justement d'observer le vivant et de voir comment en fait il va pouvoir s'inscrire dans le projet. Et pour ça, il faut, je dirais, accélérer le processus et donner les conditions de son installation. C'est comme dans une maison ou un appartement. Si vous concevez bien l'espace, les gens se plaisent dedans et ont envie d'y rester. Et si vous concevez mal, eh bien, ils n'ont pas envie d'y rester. Je travaille parfois en situation urbaine où la question des plantations sur dalles, donc hors sol, se pose. Et j'utilise toujours la relation assez évidente qu'on voit ici entre l'art du bonsaï, qui est une technique japonaise mais aussi chinoise, et puis ce que c'est que le même arbre mais qu'on a laissé grandir tout seul en pleine terre. C'est-à-dire qu'en fait, si vous contraignez un arbre avec très peu de substrat, c'est le cas parfois justement en garrigue, quand on a très peu de sol, eh bien l'arbre va beaucoup moins se développer. Donc quand vous construisez, quand vous urbanisez en terrasse, et quand vous faites des immeubles avec des toitures dites végétalisées et encore mieux arborées, eh bien vous ferez des bonsaïs. Alors des bonsaïs un peu épais, mais jamais vous pourrez avoir un grand arbre comme ça, malheureusement, contrairement aux perspectives. La pleine terre, c'est aussi offrir, comme on le voit ici en milieu urbain assez dense, dans une requalification de grands ensembles, eh bien de pouvoir quand même avoir une relative sophistication dans les quelques massifs plantés et là aussi participer à la qualité de vie de l'espace urbain. Ou ici, tout simplement, devant un lycée. Donc, vous voyez, il ne suffit pas forcément de beaucoup de terre. Alors, si on veut des arbres, il en faut pas mal. Mais quand on veut quelques plantes un peu exubérantes, ça peut pousser très vite. Et puis c'est là où j'en viens à l'expérience du semis d'arbres. Tout professionnel de l'horticulture sait que plus on plante jeune, et mieux se développeront les arbres. Et puis, à l'occasion de la réalisation du parc du Grand Pré, j'avais conçu sur un parc d'une douzaine d'hectares, un bon hectare de boisement. Alors quand vous êtes au moment du concours, vous dessinez la perspective, le plan, vous pochez 1 hectare et c'est facile à mettre en œuvre. Après, quand il faut réellement le mettre en œuvre dans l'économie du projet, eh bien, c'est beaucoup moins facile. Et donc, à l'époque, j'étais en relation avec une consoeur qui travaille beaucoup sur la gestion extensive. Et j'avais prévu déjà de mettre des jeunes plants, donc des arbres qui font à peu près, on va dire, entre 50 cm et 1 mètre de haut selon les espèces. Et elle m'a dit, mais pourquoi tu sèmes pas ? Alors je dis, ça a l'air super, après tout c'est ce qui se passe dans la nature, donc je vois pas pourquoi dans le parc ça se plairait pas, alors ça reste un parc urbain. Et donc la semaine suivante, je vais voir monsieur le maire, qui était un personnage très ouvert, et je lui dis, et si on semait des arbres ? Alors, passé les quelques secondes d'étonnement, il s'est dit, allez, relevons le défi, après tout, chaque projet était une expérimentation. Alors, j'aime bien expérimenter, mais tous les maires n'ont pas forcément envie d'expérimenter. Et donc, on a semé des arbres. Et puis, ça a été l'occasion de donner à voir les arbres pousser, parce que finalement, qui a vu un jeune arbre ? On les achète tous quand on réalise des aménagements déjà poussés, qui font 2-3 mètres, voire 4-5 mètres, voire un peu plus. Je ne parle pas de ceux de la très grande bibliothèque qui étaient déjà adultes et relativement âgés. Et là, ça a été l'occasion justement de s'émerveiller sur les jeunes arbres. On s'émerveille bien devant les jeunes enfants ou les jeunes animaux qu'on voit grandir. Je vois pas pourquoi on s'émerveillerait pas devant les arbres jeunes qui poussent. Alors c'est vrai qu'avant d'en arriver là, il va falloir patienter quelques années. Mais malgré tout, eh bien, il fallait la force de conviction. Donc j'ai prêché presque dans le désert de Gobi au moment de la réalisation, mais j'étais soutenue par les élus. Et les élus aussi, vous voyez, qui s'y sont mis.
ils se sont mis à prêcher le fait de voir pousser des arbres. On a même fait semer une partie des arbres par les enfants des écoles, donc comme ça permettait de calmer les parents. Et puis voilà. Vous voyez les fameux pieux de Bouchot, parce qu'à Saint-Brieuc, enfin à Langueux, on est dans la baie de Saint-Brieuc qui produit beaucoup de moules de Bouchot. Et les Bouchots, ce sont ces pieux que vous voyez, ces pieux usagés. En fait, les moules se fixent sur l'écorce des arbres. Et puis, passer quelques années en mer, avec le sel, le sable, l'érosion, il n'y a plus d'écorce, donc les moules, elles vont voir ailleurs. Et donc, pour ceux qui ont fait un peu de travail du bois, sachez que tous les charpentiers de marine faisaient autrefois, mettaient leur bois en mer, et notamment le chêne, parce que ça le durcissait. Donc en fait, on avait un déchet dont ne voulaient plus les mytiliculteurs, ça s'entassait, ça brûlait très mal, ça sentait très mauvais, et ils ne savaient pas quoi en faire, il y en avait plusieurs dizaines de milliers. Et donc j'ai dit, pourquoi pas récupérer? Alors à l'époque, je suis désolée, en 2000, ça s'appelait pas l'économie circulaire ou le cradle troupe cradle. C'était plutôt à la bonne franquette. Et on est allé voir les mytiliculteurs. Alors quand on leur a demandé si on pouvait les débarrasser, ils nous ont dit pourquoi pas, vous en avez besoin de combien? Alors quand j'ai dit 4 à 5 000, ils ont réfléchi, ils se sont dit il y a peut-être du business à faire. Et alors on a négocié avec les élus comment on pouvait les payer en timbre-poste, en moule, enfin bon, bref, c'était une histoire dans l'histoire. Mais enfin, on a eu nos milliers de pieux de Bouchot. Et alors, les premiers temps, vous voyez, c'est quand même une esthétique, faut imaginer la forêt, hein. Pour l'instant, c'est la forêt de pieux. Et alors, cette amie me disait, écoute Laure, ne t'inquiète pas, même si c'est pas les arbres que tu as fait semer, il y aura toujours des plantes qui vont pousser, dans le tas il y aura des arbres, donc ne t'inquiète pas, il y aura un jour une forêt à cet endroit-là. Alors bon, j'étais quand même un peu dans l'expectative, donc quelques mois après la plantation, ça verdissait, mais bon, je voyais pas d'arbres pousser, et puis au fil des années, ça poussait. Et puis, on commençait à distinguer des petites pousses d'arbres. Et puis, quelques années après, des arbres qui ont vraiment commencé à bien pousser. Et puis, j'y suis allée parce qu'on est resté en contact, ça fait 10 ans qu'on est resté en contact avec les élus et les services techniques de Langueux. Il n'y a plus de contrat, mais c'est le plaisir de se voir une fois par an et d'aller se promener ensemble dans le parc. Alors heureusement que tous les clients ne sont pas aussi sympas qu'eux, parce que sinon je ne gagnerais plus ma vie. Mais, voilà, on commence à se promener dans la Pinède. Un autre secteur du parc, au moment de la plantation. Alors vous voyez, il y avait en arrière-plan des arbres qui avaient été semés, et en premier plan, quelques jeunes plantations pour essayer d'aller un peu plus vite. Et puis des plantations un tout petit peu plus grandes sur la partie la plus centrale. Et puis en fait, ce qui se passe, c'est qu'à la fin, ceux qui sont semés sont au moins aussi grands, voire plus grands que ceux qui sont sur la partie centrale. Il faut être un petit peu patient, mais ça vaut le coup parce que c'est une belle histoire, et puis ça permet aux enfants de Langueux de dire c'est moi qui l'ai planté. Et puis le projet, c'est un jeu, mais c'est aussi l'occasion de le faire partager à d'autres. Alors, vous voyez, j'aime bien que les enfants jouent avec les aménagements que je fais. Alors, quand c'est extensif, c'est l'occasion de réapprendre à faire des galipettes. Ça leur fait du bien. Et aussi de jouer avec les saisons. Et il y a des choses qui peuvent être vraiment très spectaculaires, comme les prairies. Ici, donc, au moment du semis, donc en fin d'hiver, début de printemps, où la terre est à nu. Et puis l'apparition des bleuets dès la première année. Et puis dès le premier été, on passe du marron en fin d'hiver, bleu en début de printemps, et puis jaune intense en début d'été, et puis brun roux comme un pelage en début d'automne. Et malgré tout, c'est vrai que ces techniques extensives nécessitent de gérer différemment les espaces et d'avoir un vrai travail de concertation et de dialogue dès l'amont en fait des études, avec les élus bien sûr, mais surtout avec les services qui en auront la gestion par la suite. Et je mesure très souvent la réussite des aménagements que je peux faire, en tout cas dans leur gestion,
au fait que les services ont été ou pas associés en amont. Alors, s'il y a des élus parmi nous, s'il vous plaît, associez vos services dès l'amont avec le concepteur et ça se passera très très bien. Et donc nous voilà, alors il y a quelques années, j'avais les cheveux plus longs et j'étais plus jeune, et donc on comptait les petits pains avec les services et puis l'élu à l'urbanisme. Et donc voilà, l'émerveillement de voir ce qui se passe, de voir comment ça pousse. Et puis et bien là c'était en début 2018, toujours les mêmes, et puis les arbres ont poussé et puis nous on a vieilli. Et donc faciliter la gestion, c'est aussi faire de la pédagogie. Alors, je travaille souvent en Bretagne, et en Bretagne, on a une tondeuse naturelle géniale, c'est le mouton de Ouessant, parce que c'est, vous le voyez là, ces petits moutons noirs, en fait, c'est des moutons nains, parce que comme ils vivent sur une île, au départ, ils n'ont pas beaucoup de place, donc ils se sont magnifiés, et pas beaucoup de place et pas grand-chose à manger. Et donc, c'est devenu la coqueluche de beaucoup de services, parce que ce sont des moutons très rustiques. Et donc ici, à l'occasion des Journées du patrimoine, un travail de sensibilisation à l'environnement. Alors on a surtout convaincu les jeunes générations à avoir des moutons dans le jardin, mais c'est un premier pas. Et puis ici, donc, on revient à l'Anilis, donc cette commune où on a fait des bassins de rétention à très grande échelle, où en fait, finalement, on revient à de l'espace agricole, de pâture, et finalement des techniques agricoles. Je vous ai montré tout à l'heure des techniques forestières, parce que je ne sais pas s'il y a des forestiers dans la salle, mais pour un forestier, semer des arbres, ça fait partie du quotidien. Par contre, le faire en ville, ça l'est un peu moins. Et bien là, on réutilise en fait des techniques agricoles pour gérer des espaces extensifs plutôt que d'avoir quelqu'un sur une tondeuse. Et puis, justement, il y a des frontières assez floues qui se dessinent dans le paysage entre des espaces qu'on a créés pour des volontés paysagères et techniques et puis des espaces agricoles avec des alliés de choc. Alors, les chèvres ont tendance à être un peu trop entreprenantes sur tous les végétaux. Et ici, un Highland Cattle. Alors, le prochain projet en Normandie, ce sera avec des vaches normandes. Donc, je commence à découvrir de plus près l'agriculture dont j'ai quelques rudiments, mais il va falloir que je me perfectionne. Alors, après avoir dressé ce portrait presque idyllique, sans conclure sur une note pessimiste, malgré tout, je pense qu'il faut comprendre aussi certaines réalités, c'est-à-dire que nous, en tant que professionnels de l'aménagement, très souvent, on est rémunéré au pourcentage des travaux. Donc, malgré toute l'honnêteté, on est tenté de pousser à la consommation pour être un peu mieux payé. Et quand on commence à réfléchir à comment faire des économies, ça nécessite de réfléchir plus. Mais si on réfléchit plus pour gagner moins, on voit bien qu'il y a un problème d'équation. Et pourtant, on a toutes les peines du monde à faire comprendre que quand on met bout à bout tout l'argent que nécessite une opération, c'est-à-dire l'acquisition du terrain, le relevé topographique, les éventuelles procédures type DUP dont vous parliez, faire appel à un concepteur, faire les travaux, et puis anticiper la fin de vie ou le renouvellement d'un aménagement, eh bien la matière grise là-dedans, ça ne représente pas vraiment grand-chose. Et par contre, ça peut faire beaucoup d'économies. Alors là, j'espère ne pas prêcher dans le désert, mais soyez vigilants justement sur le fait que si on réfléchit plus, forcément ça demande plus de temps et plus d'investissement en matière grise. Et autre difficulté, mais j'appelle aux pionniers de relever le défi, c'est qu'on voit bien que dans ce type de projet, il y a une dimension expérimentale. Je reviens sur le parc du Grand Pré, c'est-à-dire que quand on a semé ces arbres, on n'était pas dans une obligation de résultat, on était dans une expérimentation et les élus, il y avait un contrat, il y avait le contrat physique, mais il y avait un contrat moral sur le fait que si ce n'était pas forcément les arbres qu'on avait semés qui poussaient, ils ne nous en voudraient pas, ils ne nous intenteraient pas un procès. Donc il y a cet enjeu-là de partir quand on est dans une dimension expérimentale, de bien cerner justement les limites contractuelles effectives pour ne pas se mettre en difficulté les uns ou les autres. Et puis, une des
démarches dont je n'ai pas trop parlé, mais tout ce qui est démarche participative avec les habitants qui vont participer à la conception, voire à la réalisation des travaux, c'est très intéressant. Mais la grosse difficulté, elle vient aussi de comment on assure ce type de chantier, car quand ça se passe bien, il n'y a pas de souci, mais s'il y a un accident, ça devient un peu plus compliqué à gérer, contrairement avec une entreprise. Et puis, la question de la pérennité, c'est-à-dire que je crois beaucoup au lien social qu'apporte justement le fait d'être ensemble, à participer à un projet, mais quand on en vient à co-réaliser, sauf quand c'est sur des aménagements minimes, la difficulté, elle est de pouvoir justement construire en l'absence de savoir-faire avec des moyens très rudimentaires et qui sont souvent des moyens simples d'accès et donc plus fragiles et moins pérennes. Et puis malgré tout, alors il reste parmi tous la tentation de l'exploit. Ça peut être l'exploit technique, ça peut être l'exploit économique. Notamment dans les grandes villes, qui sont moins intéressées par la dimension justement frugale, mais plus par le fait de vendre une vedette de l'aménagement qui va attirer un certain type de tourisme dans leur commune, et donc qui se fait à grand renfort de moyens, de publicité et de coûts relativement onéreux de l'aménagement. Une autre envie un peu plus subtile, c'est l'envie de l'ailleurs. J'avais mis l'exotisme, mais l'envie d'ailleurs, c'est-à-dire qu'on aime bien l'endroit où on vit, mais de temps en temps, on aime bien partir en vacances. Et puis dans les aménagements, c'est un peu pareil. On a envie aussi d'être surpris, c'est-à-dire que faire avec les matériaux du site, c'est bien. Et puis des fois, on a envie de ce petit grain de folie. Et justement, c'est aussi l'art du concepteur de pouvoir réinterpréter ce qu'on a déjà, le moderniser, ou lui apporter la petite touche en plus qui va le donner cette vibration. Et puis, donc, il faut savoir lutter contre le conformisme, mais là aussi, je crois que je prêche des convaincus dans une atmosphère avec beaucoup de gens qui viennent écouter le CAUE. Eh bien, j'ai fini. J'ai tenu le délai, je crois. Pas de questions ? Donc merci à vous. On va donc passer à la phase de questions-réponses. Donc si quelqu'un veut se lancer, sinon on essaiera de lancer le débat, mais si quelqu'un veut bien... Merci de donner votre nom. Nicolas Gauguin-Meunier, je travaille au conseil départemental de la Drôme. Vous n'avez pas du tout évoqué la question des coûts de fonctionnement et d'investissement, et c'est peut-être aussi l'occasion d'enfoncer le clou sur la démarche que vous avez présentée. Oui, je suis très consciente des difficultés qu'ont les communes qui arrivent à avoir des subventions sur les investissements, mais pas sur les coûts de fonctionnement. Et de fait, quand on voit une opération, ce qui va peut-être coûter le plus cher si on prend la durée de vie globale d'un aménagement, c'est parfois justement sa gestion. Après, la question elle est de savoir est-ce qu'on préfère mécaniser ou créer de l'emploi. Alors je sais que ce sont des équations qui sont extrêmement difficiles, ça fait partie de notre quotidien aussi en tant que concepteur, c'est pour ça que j'insistais par contre tout à l'heure sur le fait de la nécessité de travailler dès l'amont avec les services techniques. Si je reprends l'exemple de Langueux. Langueux, c'est une ville de presque 7000 habitants, donc vous voyez, c'est pas une grosse métropole. Dans une ville de 7000 habitants, tout d'un coup, du jour au lendemain, décider de faire un parc de 12 hectares, forcément, les services techniques, ils arrivent à la première réunion avec des sueurs froides. Et c'est là où, justement, tout était l'intérêt de travailler la main dans la main, c'est que j'ai très vite compris qu'ils comptaient sur moi pour quand même expliquer aux élus qu'on ne pouvait pas créer un nouvel aménagement de 12 hectares sans rien faire. Alors,
on a expliqué aux élus qu'on allait être en gestion différenciée. La commune ne savait pas trop ce que c'était. Et donc on est allé à Rennes, qui est à 1 heure de route de là, et puis qui a été la pionnière en France, on va dire, dans la gestion différenciée des espaces verts. Et donc, ça a été l'occasion, justement, pour les services d'aller se former, justement, à la gestion extensive, de limiter le fleurissement, enfin, de changer complètement l'organisation de la gestion de leur commune pour arriver à trouver des économies. Et puis, vous voyez, c'est une amitié professionnelle qui s'est montée, et d'année en année, on a aussi fait des petites retouches dans le parc. C'était tout simplement le long d'un mur, eh bien, il y avait des fameuses mauvaises herbes qui poussaient toutes seules. Eh bien, les services techniques ont eu l'ingéniosité de commencer à semer de la prairie fleurie, et donc les mauvaises herbes étaient noyées dans les fleurs, et tout le monde n'y voyait que du feu. Donc c'est plein de petites choses comme ça, mais c'est vrai que les communes ne sont pas suffisamment conscientes du fait que lorsqu'elles urbanisent, quel que soit le type d'urbanisation, parce qu'un nouveau quartier, c'est aussi des nouvelles poubelles à récolter, c'est des nouveaux espaces à balayer, à entretenir, des réseaux en plus à gérer. Et ces aspects-là ne sont pas suffisamment regardés. Alors après, le concepteur est un des maillons, mais il doit être vu par l'ensemble des acteurs du projet et pas simplement le concepteur. Et on en arrive d'ailleurs, alors les grosses agglomérations qui ont des services gestionnaires très pointus, on arrive à maintenant créer de nouveaux quartiers où en fait on ne rétrocède pas les espaces extérieurs, on dit aux gens ok, votre quartier ça restera privé, avec les questions que ça pose de privatisation de l'espace, de droit de passage. Et des villes comme Rennes le font, des villes comme Bordeaux le font. Donc ça pose des questions de fond, et c'est là qu'on se rend compte que le simple fait d'aménager a une dimension politique très importante sur justement est-ce qu'on crée de l'espace public ou est-ce qu'on garde de l'espace qui va être privatif, commun mais privatif. Donc c'est un enjeu très important, effectivement. En fait, ma question était un peu orientée. Est-ce que frugalité rime avec économie de fonctionnement à moyen long terme, ou l'équation n'est pas si directe? L'équation n'est pas si directe. Elle est, je dirais, très directe sur l'investissement, sur le fonctionnement. Je vais vous donner un exemple très caractéristique qui parle à tout le monde. Sauf exception, moins les sols sont chers et plus ils sont fragiles, à part l'enrobé. Mais si vous prenez un stabilisé ou un sablé, ça va coûter très peu cher au départ. Par contre, après, si vous voulez lui maintenir qu'il ne s'enherbe pas, eh bien, ça va être beaucoup d'entretien. Et puis c'est un sol qui malgré tout sera fragile et que vous devrez renouveler tous les 4-5 ans ou 10 ans maximum selon le contexte, la pente, le climat et autres. Donc ça, effectivement, quand on est concepteur, on alerte là-dessus au départ. Après, quand on a un budget très contraint, par exemple c'était le cas à Langueux, puisque c'est un parc où on était à l'équivalent à peu près de 10 € du mètre carré, quand en général un parc urbain c'est plutôt 200, donc on voit qu'on ne peut plus réfléchir de la même manière, mais par contre, c'était anticipé dès le départ. Et donc la commune s'est renseignée sur comment on gère des espaces sablés, comment on les mécanise, on a fait des tests, c'est l'occasion justement d'avoir là aussi une dimension expérimentale dans les modes de gestion. Et puis d'accepter que ça s'enherbe, c'est pas forcément désagréable partout, quoi. Frédéric Pillot, donc je travaille actuellement sur la conduite du projet de renouvellement urbain sur la commune de Saint-Malo. Ma question, il y avait une diapo sur le ratio urbanisation nouveau quartier et puis maraîchage. Si vous pouviez en dire 2 mots sur ce ratio, sur combien de familles, combien d'espace il fallait en termes de... Alors, j'ai pas... Parce que c'est un projet que vous avez conclu, j'imagine. Alors, il n'est pas construit. Alors, je vais retrouver la diapo. Voilà. Là, en fait, on était sur une opération de 350 logements environ. Et on a, de mémoire, parce que je pourrais vous envoyer les chiffres si ça vous intéresse, mais on voit que la partie en dur est très faible. Mais on était parti sur des ratios pour 50 mètres carrés par habitant par an.
Quel est ce ratio? C'est simplement dans les jardins ouvriers du début du siècle, on considérait, donc il y avait des ratios qui étaient utilisés avec une autre pratique du jardinage. En fait, c'est ça la difficulté aussi, c'est que les ratios ne sont pas forcément très bons. C'est-à-dire que quand vous bossez actuellement, il y a eu une perte, sauf en milieu rural, de la pratique du jardinage. Et donc là, en fait, les ratios avaient été aussi calculés pour qu'il y ait des agriculteurs qui soient salariés. En fait, c'est un système un peu coopératif, où en fait le salarié et l'agriculteur est salarié de la copropriété en gros, et qui vous permet de jardiner pour vous amuser. Et si vous n'êtes pas un foudre de guerre en jardinage, vous mourrez pas de faim en fruits et légumes, et donc il y a le jardinier qui vient vous aider, quoi. Alors c'est un projet qui n'a finalement pas vu le jour pour des raisons tout autres. En fait c'est une ancienne caserne, et comme le service civique est redevenu obligatoire, eh bien on a repris la caserne et adieu potager. D'autres questions? Par rapport aux nouvelles réglementations dans les communes, par rapport aux nouvelles réglementations sur le zéro phyto, pour l'entretien des voiries, tout ça, donc les administrés souvent se plaignent, voilà, il y a de l'herbe, il y a ci, il y a là. Alors vous avez évoqué le fait de planter à côté pour estomper, mais souvent les gens ils assimilent l'herbe à de la saleté. Donc ils disent votre rue elle est mal entretenue, votre cimetière, j'ai vu des cimetières en herbe, donc il faut les entretenir. Et d'un autre côté, on est contraint, on a l'effet de ciseau avec le zéro phyto. Donc est-ce que vous avez des réponses à ceci? Oui, d'autant qu'en Bretagne, on appelle ça le louzou, le médicament au sens générique. Le pesticide, l'insecticide, l'engrais, tout ce qui est bon pour théoriquement la santé des plantes ou des animaux ou des humains, ça s'appelle le louzou. Et donc la Bretagne a malheureusement très mauvaise réputation sur les produits phytosanitaires. Et donc la prise de conscience a été beaucoup plus rapide que peut-être d'autres régions. Mais effectivement, il faut faire un travail pédagogique de changement de regard esthétique. Et ça, c'est vraiment un travail qui s'adresse, et c'est ce que fait le CAUE, aux plus jeunes, de découvrir la beauté de certaines plantes, leur rôle utilitaire potentiel, comment on s'en servait autrefois, pour que, en fait, on regarde plus ces herbes-là de la même manière, d'une part. Après, je dirais qu'au-delà de l'aspect désordonné, et puis ça fait sale entre guillemets, parce que c'est pas plus sale qu'une jolie fleur, techniquement, malgré tout, pour les professionnels de l'aménagement, qu'ils soient concepteurs ou gestionnaires, je suis consciente du fait que les plantes, quand elles ont décidé qu'elles se plaisaient bien à un endroit, elles vont peu à peu coloniser et les racines vont être très agressives. Je vois par exemple en région parisienne, qui pourtant est très très minéralisée, on a des arbres, les fameuses élantes, des arbres qui sont originaires de Chine au départ, qui sont des arbres très très vigoureux, qui arrivent à pousser dans le goudron, et donc ils profitent de la moindre anfractuosité pour se développer, et puis c'est pas de la petite herbe, c'est vraiment un arbre avec des racines extrêmement vigoureuses qui va finir par endommager l'ouvrage. Donc c'est tout un jeu subtil entre je te laisse pousser mais pas trop, pour pas justement fragiliser mon ouvrage. Et on voit bien que là aussi il y a des enjeux de mise en œuvre technique un peu différentes, c'est-à-dire que dès qu'on va mettre une bordure avec un joint, eh bien on va créer des points de fragilité potentiels, et a fortiori si c'est mal posé. Parce que très vite les fissures vont se créer et les herbes vont s'installer dedans et progressivement casser les ouvrages. Donc ça veut dire qu'il faut peut-être réfléchir à comment aménager sans faire de bordure. Donc vous voyez, c'est aussi dans la manière de dessiner les choses qu'on va limiter ces risques-là. Et puis accepter que ce soit un peu plus verdoyant par certains moments. Mais c'est une question qui est pas simple, effectivement. Vous avez parlé de la frugalité généreuse. Nous, à l'Assemblée Générale, on était sur la frugalité heureuse, on devrait s'entendre.
Vous avez évoqué la question sur au moins une des références que vous nous avez présentées de la récupération des matériaux. Est-ce que au début du XXIe siècle, c'est vraiment une solution d'avenir qui va énormément se développer, ou est-ce que selon vous, ça va rester relativement ponctuel et anecdotique? Quelle vision vous avez sur les années à venir? Alors, sans être Madame Irma, moi ça fait 25 ans que je suis comme les chiffonniers que je récupère. Alors, je dirais que c'est un peu dans les gènes des paysagistes, du moins en France. Alors, il faut vous dire que c'est une profession qui est jeune. Donc, quand on a commencé à exercer, alors là, je vais parler pour la génération de mes pères, puisque moi, j'étais dans une situation déjà un peu plus confortable. Mais quand ils ont commencé, il n'y avait pas de budget. Donc, il fallait, ou vraiment tellement minime, parce qu'on démarrait, donc on ne savait pas s'il fallait mettre 100, 200, 300 000 euros, enfin, ou francs plutôt. Donc, on commençait à petits pas. Et donc, la génération avant moi, c'était les rois de la récup. Et j'ai hérité, en fait, de cette passion pour la récupération. Alors, avant même d'être paysagiste, j'aimais bien me promener sur les décharges. Alors maintenant, c'est interdit. Mais quand j'étais adolescente, il y avait encore des décharges sauvages. Alors, je ne devrais pas le dire, mais bref. Donc, ce plaisir de chercher des trésors enfouis, donc, vous voyez, ça fait partie des gènes. En fait, j'en ai parlé juste pour les pieux de bouchon, mais si je vous montre plusieurs aménagements, il y a plein de récupérations. Alors, je vais peut-être rebalayer depuis le début, rapidement, mais alors évidemment, ils sont tout à la fin. Récupérer le ruisseau, hein, il est déjà là, mais au-delà des matériaux, sur les bancs, par exemple, ici, alors devant ce lycée, c'est à Lannion. Donc, dans ce lycée à Lannion, c'est à côté de la côte de Granit Rose, hein, Perros-Guirec, Ploumanac, en Bretagne, hein, où on a cette pierre très, très particulière. Et en fait, on a les carrières à proximité. Et le granit rose, c'est un granit qui sert surtout pour les moellons appareillés. Et c'est une pierre, elle est rose parce qu'elle est riche en fer, et en fer oxydé. Donc, c'est un granit qui est mou. Et il y a beaucoup de déchets. Et donc, le déchet de granit, ce qu'on appelle la tête de carrière, mais il doit y en avoir aussi, parce que dans les pierres calcaires, il y en a qui sont de mauvaise facture, enfin, qui sont mauvaises à mettre en œuvre pour des choses précises. Mais là, à l'époque, j'étais à 1,50 € la tonne. Alors, je peux m'en prendre quelques tonnes. Ce qui coûte cher, c'est le déplacement en camion, mais on est à côté. Et donc, j'avais des bancs à bon compte avec très peu d'argent. Alors forcément, c'est pas forcément chic et de bon goût, mais disons que les adolescents, ils adorent être sur les cailloux comme à la plage tout en étant au lycée. Mais ça fait partie de l'évasion. Mais il y a plein de choses qu'on utilise en récupération. À Alençon, j'ai pas mis, mais au fin fond du cimetière d'Alençon, il y avait des vieilles dalles dont se servait en pierre magnifique, dont se servait plus la ville. Je les ai récupérées pour marquer l'emplacement des remparts. C'est-à-dire que, en général, quand j'arrive sur une commune, je dirais pas que je vais faire leur poubelle, mais je leur demande si par hasard ils n'auraient pas des choses à récupérer. Il y a toujours plein de stocks dans les services techniques et qui peuvent servir à réparer. Et puis des fois, on a stocké, moi-même je stocke beaucoup chez moi en me disant un jour ça me servira. Et je crois que même à la retraite, je serai très occupée. Mais donc il y a cette dimension-là. Alors moi je suis assez optimiste. En tout cas, sur certaines régions, je vois que les filières de recyclage commencent à s'organiser, notamment en architecture. Sur les grandes villes, la difficulté, elle est d'être là au bon moment. Parce que les chantiers de démolition, eh bien, ils sont pas toujours calés sur le moment où on a un projet à faire. Alors, je dirais qu'en paysage, on a une certaine souplesse, beaucoup moins en architecture. Mais en paysage, j'ai très très souvent récupéré des matériaux pour les projets que je mettais en œuvre. Soit ça devenait un élément fondamental comme les pieux de bouchon que vous avez vus là, et on voit bien que dès que le déchet il commence à susciter l'intérêt, il rebascule très facilement en fait dans un circuit économique. Donc faut là aussi trouver l'ingéniosité pour revaloriser certains déchets.
Et je suis plutôt optimiste, mais ça demande là aussi de concevoir un peu différemment, d'accepter certaines souplesses qui n'est pas toujours évident, notamment dans le domaine de l'architecture, et puis d'avoir les quantités disponibles. Je travaille avec un architecte là en ce moment. Le hasard a fait qu'on avait juste à proximité un grand ensemble avec de très belles, qui datait des années 50, avec des très belles portes en bois. Et donc on a pu récupérer des portes en bois quasi massifs, les faire réusiner, mais parce qu'on avait cette source d'approvisionnement à proximité et au bon moment. Et c'est pas toujours le cas. Mais il commence à y avoir justement des entreprises qui stockent, qui trient. Dès que ça peut avoir une valeur, de toute façon la chaîne économique se met en place, donc je suis plutôt optimiste. À regarder ce qui s'est passé au Japon, les déchets étaient un problème et ça ne l'est plus maintenant, enfin hormis les déchets nucléaires, malheureusement pour eux. Mais en tout cas, quand l'ingéniosité s'accapare de la récupération des déchets, j'espère aussi pouvoir être optimiste sur la récupération des plastiques qui traînent notamment dans l'océan. C'est peut-être plus facile à ramasser dans l'océan que dans la garrigue. Mais oui, je pense pas que ça soit un épiphénomène, parce que ça rentre progressivement dans les mœurs. On n'est pas forcément encore au bon équilibre économique. On l'est en paysage très facilement, on l'est pas forcément en architecture, mais j'espère que ça viendra. En tout cas, j'en suis convaincue dans les aménagements que je réalise. Peut-être une dernière question? Non. Je les ai achevés. C'est ça. Donc, juste pour vous rappeler, on l'a déjà dit précédemment à la fin de l'Assemblée Générale et tout à l'heure, mais le CAE de la Drôme va donc organiser une rencontre le 18 octobre prochain qui va traiter en fait de la requalification des centres-bourgs. Alors peut-être pour faire le lien en fait avec cette journée, et puis donc, vous inviter évidemment à noter la date du 18 octobre, mais peut-être vous demander si vous pratiquez en fait dans des démarches justement globales de requalification de centres-bourgs, et en quoi justement les projets de paysage et d'aménagement d'espaces publics participent à répondre justement aux enjeux de requalification des centres-bourgs. J'ai fait l'essentiel de mon travail de jeune paysagiste justement sur des requalifications de bourgs. J'ai beaucoup d'affection en fait pour cet exercice, parce que ça permet d'être dans une relation de proximité. Enfin, on nous parle toujours de la concertation, mais l'avantage dans les petites communes, c'est que ça se fait de manière très directe et là aussi à la bonne franquette, sans qu'on soit dans des démarches contractualisées. Ça vient très naturellement. Parce qu'il y a peu d'intermédiaires. Et c'est vraiment un exercice très formateur qui est à cheval entre l'urbanisme, le paysage, l'architecture. Alors c'est pas toujours évident justement d'avoir des équipes pluridisciplinaires parce que c'est souvent des budgets contraints, mais qui pourtant nécessitent, car lorsqu'on réaménage un bourg, je dirais qu'il y a l'exercice d'aménager l'espace public, mais il y a en filigrane comment revitaliser les commerces, comment faire en sorte que les gens puissent venir réhabiter des centres-bourgs qui sont très jolis en carte postale pour le coup, mais du bâti qui n'est pas forcément agréable à vivre, pas assez lumineux, mal isolé, pas toujours de la place de stationnement. Et c'est comment on arrive justement à avoir un travail fin dans ces équipes, à faire un jeu de dentelière avec le tissu bâti et pour redonner envie de vivre dans ces espaces-là. Et enfin, je milite beaucoup pour ce type de programme et qui a en plus constitué une bonne partie de ma carrière professionnelle et là aussi ça demande beaucoup de conviction, mais c'est un très bel exercice que je ne peux qu'encourager à faire. Merci beaucoup, je crois qu'on peut vous applaudir et vous remercier.